À la soirée organisée pour mon diplôme, j'ai vu mon père, l'homme qui m'a donné la vie, verser une poudre blanche dans ma coupe de champagne. Mon cœur s'est arrêté. Mon sang s'est glacé. Autour de moi, les rires et la musique continuaient, mais mon monde venait de basculer dans un silence assourdissant. Je l'ai regardé, un masque de père aimant sur le visage, et j'ai souri. J'ai pris la coupe empoisonnée, je me suis levée, et avec le plus beau sourire que je pouvais lui offrir, je l'ai tendue à ma propre sœur. Elle a bu le poison qui m'était destiné. Avant de vous raconter en détail comment cet acte a déclenché l'enfer et révélé les secrets monstrueux de ma famille, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous êtes, et quelle heure il est chez vous en ce moment. C'est incroyable de penser que mon histoire peut voyager si loin. Maintenant, revenons en arrière. Je m'appelle Chloé Girard, j'ai 22 ans. Il y a quelques mois, je me tenais devant le miroir de mon modeste appartement d'étudiante à Lyon, ma toque de diplômée sur la tête. J'avais réussi. Un diplôme en biochimie de l'université Claude Bernard Lyon 1, avec une spécialisation en sciences de l'environnement qui me passionnait. J'avais travaillé sans relâche, maintenu une moyenne presque parfaite, non pas pour impressionner ma famille, mais pour moi. Pour me prouver que j'étais plus que l'ombre de la perfection qu'ils attendaient. Ma famille, les Girard, est une dynastie. Du moins, c'est ainsi que mes parents aiment se voir. Les laboratoires Girard Beauté, fondés par mon père, Alain Girard, sont un empire dans le monde des cosmétiques de luxe. En public, mon père est un philanthrope, un visionnaire. En privé, c'est un tyran au cœur de pierre, dont les concurrents font étrangement faillite et les employés les plus loyaux disparaissent du jour au lendemain s'ils osent le contredire. Ma mère, Hélène, est sa reine. Obsédée par notre nom, par notre rang social, elle orchestre nos vies comme une campagne de relations publiques. Notre maison a fait la couverture des magazines de décoration, et ses galas de charité sont les événements les plus courus de la région lyonnaise. Mais derrière les portes closes, elle est d'une froideur calculatrice, et chaque mot qu'elle m'adresse est une critique déguisée. Et puis, il y a ma sœur, Manon. De 3 ans mon aînée, elle est tout ce que je ne suis pas diplômée d'HC, directrice marketing à 25 ans, elle est l'héritière désignée, le joyau de la couronne Girard. Mes parents n'ont jamais manqué un seul de ces matchs de tennis, une seule de ces présentations. Leur dîner s'arrêtait pour écouter ses stratégies commerciales. Ma propre existence était radicalement différente. Mes excellentes notes ? C'est le minimum attendu d'une Girard, disait mon père sans lever les yeux de son journal économique. Le jour où j'ai gagné un concours scientifique régional, ma mère a simplement commenté que ma coiffure sur la photo était négligée. Leur plan pour moi était tracé depuis ma naissance. Je devais diriger la recherche et le développement, créant les formules que Manon vendrait au monde. Mon amour pour l'environnement, pour l'impact de notre industrie sur la planète, était balayé d'un revers de main comme des sensibleries d'écologistes. Le jour où j'ai annoncé mon choix de spécialisation, la confrontation a été volcanique. Mon père a menacé de me couper les vivres. Ma mère a pleuré sur le devoir familial bafoué. J'ai tenu bon. Ils ont cédé, mais à leurs conditions, je devais faire tous mes stages d'été dans leur entreprise. J'ai refusé, préférant contracter un prêt étudiant pour ma dernière année plutôt que de céder à leur chantage. Ce qu'ils ignoraient jusqu'à très récemment, c'est que ma grand-mère Isabelle, la mère de mon père, une chimiste brillante elle-même, m'avait laissé un héritage. Un fonds en fiducie de 10 millions d'euros, accessible le jour de ma remise de diplôme. Elle était la seule à m'avoir encouragée. Suis ta propre voie, ma chérie, m'avait-elle dit avant de mourir. C'est la seule qui ne te mentira jamais. Mes parents ont découvert ce fonds 3 mois avant la fête, par une indiscrétion de Maître Vallet, le notaire de la famille. Manon m'a raconté plus tard que le visage de notre père était devenu livide de rage. Cet argent, c'était mon indépendance. Ma liberté. Et si je mourais avant de l'obtenir, il leur reviendrait. Soudain, leur attitude a changé. Les critiques se sont tues. À la place, ma mère m'a appelé, la voix mielleuse, pour m'annoncer qu'il voulait organiser une fête, digne d'une Girard, pour mon diplôme. J'aurais dû me méfier. J'aurais dû écouter mon instinct. Car cette fête n'était pas une célébration. C'était une mise en scène pour le plus grand drame de ma vie.
Le soir de la fête, un chauffeur est venu me chercher devant mon petit immeuble. Le contraste était saisissant. En arrivant au domaine familial, les lumières scintillaient sur les fontaines et un orchestre jouait doucement dans les jardins. C'était un spectacle de richesse et de pouvoir, un décor parfait pour la famille parfaite. Un mensonge. Je suis descendue de voiture, et ma mère m'a accueillie non pas par une étreinte, mais par un regard critique. Chloé, cette robe est un peu simple, tu n'aurais pas pu faire un effort? Le photographe de « point de vue » est là. Pas de « félicitations », pas de fierté. Juste le souci des apparences. Mon père, lui, a hoché la tête, un sourire commercial figé sur les lèvres, avant de se tourner vers un invité plus important. Si vous regardez cette vidéo, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà ressenti cette pression de devoir être parfait pour votre famille, cette impression de n'être jamais assez bien, peu importe ce que vous accomplissez. Heureusement, mes amis Léa et Camille sont arrivés, me sauvant de la froideur ambiante. On a réussi, a crié Léa en me serrant dans ses bras. Tes parents ont toujours l'air de sentir une mauvaise odeur quand tu es là, c'est incroyable, a chuchoté Camille, me faisant sourire malgré moi. Elles étaient ma vraie famille, celle que j'avais choisie. Alors que nous discutions de nos projets d'avenir, j'ai aperçu mon père qui parlait avec mon professeur, Monsieur Dubois. Le professeur avait l'air mal à l'aise. Plus tard, il est venu me trouver près du buffet. Félicitations, Chloé. Votre réussite est entièrement la vôtre, n'en doutez jamais. Il a baissé la voix. Faites attention ce soir. Votre père est venu me voir il y a quelques semaines. Il a insinué que vos recherches sur la pollution des rivières étaient basées sur des données volées à l'entreprise. J'ai évidemment refusé de l'écouter, mais l'ambiance est tendue. Des rumeurs circulent sur des tests dissimulés pour une nouvelle crème anti-âge. Soyez prudente. Mon estomac s'est noué. Non seulement il me méprisait, mais il avait essayé de détruire ma carrière avant même qu'elle ne commence. C'était une trahison de plus. Une de trop. La soirée avançait, et je sentais constamment le regard de mes parents sur moi. Ce n'était pas de la fierté. C'était une surveillance. Une attente. Manon est venue vers moi, l'air inquiète. C'est bizarre, non? Papa m'a déjà demandé 3 fois si tu avais parlé de tes projets. Et maman n'arrête pas de regarder sa montre, comme si elle attendait un signal. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de prendre un verre d'eau au bar. Le barman était occupé, et le bar était un peu dans la pénombre. Mon père était là, le dos tourné, parlant à un associé. Il tenait une flûte de champagne vide, la mienne, je l'ai reconnue à une petite éraflure sur le pied que j'avais remarquée plus tôt. Je me suis arrêtée, cachée derrière une colonne. Et c'est là que je l'ai vu. Le geste a été si rapide, si discret, que si je n'avais pas été là, personne ne l'aurait remarqué. Il a sorti de sa poche une minuscule fiole, a dévissé le bouchon, et a versé une fine poudre blanche dans la coupe. La poudre a disparu instantanément dans les dernières gouttes de champagne. Puis, il a reposé la coupe sur le plateau, légèrement à l'écart des autres, et a fait signe au serveur de la remplir. Mon cœur a cessé de battre. Le bruit de l'orchestre, les conversations, tout a disparu. Il n'y avait plus que cette image, gravée dans mon esprit, la main de mon père, le flacon, la poudre blanche. Mon propre père. Le sang de mon sang. Il n'allait pas seulement me couper les vivres ou saboter ma carrière. Il allait m'effacer. Pour de l'argent. Pour protéger ses secrets. À cet instant, j'ai compris que je n'avais que 2 choix, être une victime, ou devenir le prédateur. J'ai reculé lentement, le cœur battant à tout rompre contre mes côtes. Je devais m'éloigner, réfléchir. J'ai murmuré une excuse à mes amis et je me suis dirigé vers l'intérieur de la maison, prétextant un besoin d'aller aux toilettes. Chaque pas était lourd, comme si je marchais dans du sable mouvant. Dans le grand couloir menant aux salles de bain, je me suis appuyé contre le mur froid, essayant de reprendre ma respiration. L'image de la poudre blanche tourbillonnait dans ma tête. Ce n'était pas un cauchemar. C'était réel. J'ai repensé à ces derniers mois, et toutes les pièces du puzzle se sont mises en place avec une clarté terrifiante. La découverte de l'héritage. Le changement soudain de comportement. La fête extravagante. Et la tentative de sabotage de ma carrière.
Je me suis souvenu de la conversation que j'avais eue avec le professeur Dubois, une semaine seulement après que mon père ait appris pour la fiducie. Le professeur m'avait convoqué dans son bureau, l'air grave. « Chloé, je dois vous parler de quelque chose de délicat », avait-il commencé. « J'ai reçu un appel de votre père. Il était très persuasif. Il a prétendu que votre projet de thèse sur les polluants chimiques dans la cosmétique était une attaque personnelle contre son entreprise et que vous utilisiez des données confidentielles que vous auriez volées durant vos stages d'été. » J'étais restée bouche bée. Je n'avais jamais fait de stage chez eux. Il a fortement suggéré que l'université devrait réévaluer votre parcours, et même votre diplôme. Il a parlé d'un scandale qui pourrait éclabousser la réputation de notre faculté. À ce moment-là, j'avais cru que c'était juste une autre de ces tentatives de manipulation pour me forcer à abandonner. Maintenant, je comprenais. C'était le plan A. Me discréditer, me faire échouer, pour que l'héritage lui revienne. Mais j'avais réussi. Mon diplôme était la preuve de son échec. Alors, il était passé au plan B. C'était une trahison de plus. Une tentative de détruire mon avenir, mon honneur. Dites-moi dans les commentaires, si vous étiez à ma place, qu'auriez-vous fait à ce moment-là? Comment réagit-on quand on découvre que son propre père est son pire ennemi? Alors que j'étais perdu dans mes pensées, des voix étouffées venant d'une petite bibliothèque adjacente ont attiré mon attention. C'étaient mes parents. Je me suis approché sans bruit, l'oreille collée à la porte entr'ouverte. « Es-tu absolument certain que c'est nécessaire, Alain ?» La voix de ma mère était tendue, un murmure sifflant. « Hélène, veux-tu tout perdre ?» L'enquête de l'agence du médicament s'intensifie. Si cette petite moralisatrice obtient ses 10 millions et commence à financer des enquêtes indépendantes sur la pollution de la rivière, nous sommes finis. FINIS, elle a toujours été trop idéaliste, trop têtue. Mais, l'empoisonner à sa propre fête. C'est monstrueux. Arrête ta comédie, a sifflé mon père. Ce n'est pas un poison mortel. Juste assez pour la rendre très malade. Une grave intoxication alimentaire, voilà ce que les médecins diagnostiqueront. Elle sera hospitalisée pour une semaine, peut-être plus. Inconsciente. Cela nous donnera le temps de faire le nécessaire avec les avocats avant que le virement de la fiducie ne soit effectif. Les statuts sont clairs, si elle est dans l'incapacité de recevoir les fonds ou si elle décède avant le transfert officiel, nous sommes les bénéficiaires. C'est simple. Et si quelque chose tourne mal? Si la dose est trop forte? Rien ne tournera mal. J'ai tout calculé. Maintenant, retourne Y, souris. Le toast est dans moins de 20 minutes. J'ai reculé, le souffle coupé. Mon sang s'était transformé en glace. Ce n'était pas un acte impulsif de colère. C'était un plan. Froid, calculé, monstrueux. Il ne voulait pas seulement mon argent. Il voulait mon silence, ma soumission, et si nécessaire, ma disparition. Ils allaient utiliser la science, ma propre passion, pour me détruire. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'allais utiliser cette même science pour me défendre. Ils avaient oublié un détail crucial, j'étais une biochimiste. Je savais comment les poisons fonctionnaient. Et j'allais leur offrir un spectacle qu'ils n'oublieraient jamais. Je suis retournée dans la salle de réception, mon visage un masque de calme que je ne ressentais absolument pas. À l'intérieur, mon esprit était un ouragan. 15 minutes. C'était le temps qu'il me restait avant le « toast spécial » annoncé par mon père. 15 minutes pour déjouer un meurtre prémédité. Le mien. Cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous pour voir comment j'ai transformé leur plan diabolique en leur pire cauchemar. Vous ne voudrez pas manquer la suite. Chaque seconde semblait s'étirer, pesante et menaçante. Mon cerveau, entraîné par des années d'études, a pris le dessus sur la panique. J'ai commencé à analyser la situation comme une équation chimique. Quel type de substance mon père utiliserait-il? Il lui fallait quelque chose d'action rapide, difficile à détecter lors d'un premier examen toxicologique, et dont les symptômes imiteraient une infection bactérienne sévère. Il avait accès à des centaines de composés expérimentaux dans ses propres laboratoires. Des substances qui ne figuraient sur aucune liste standard des urgences. C'était là son avantage. Mais c'était aussi le mien. Je connaissais ses domaines de recherche.
Je savais quel type de molécule il développait. Je ne pouvais pas simplement refuser le verre. Il trouverait un autre moyen, une autre fois. Peut-être quelque chose de plus définitif. Non. Je devais les prendre à leur propre jeu, ce soir. J'avais besoin de plus qu'une simple accusation. J'avais besoin d'une preuve irréfutable. Une preuve vivante. Mes yeux ont balayé la salle, cherchant une solution, une issue. Et puis, je les ai vus. Léa et Camille, mes amis, ma seule véritable encre dans cette mer de duplicité. Léa tenait son téléphone, prenant des photos de la fête. C'est là que l'idée a germé. Une idée folle, dangereuse, mais c'était la seule que j'avais. Je me suis approchée d'elle, forçant un sourire. « Tout va bien, Chloé ? » « Tu es toute pâle », m'a demandé Camille, les yeux pleins d'inquiétude. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai besoin que vous me rendiez un service énorme. Et vous devez me faire confiance, sans poser de questions. Léa a hoché la tête immédiatement. Dis-nous ce qu'il faut faire. Pendant le toast de mon père, je veux que tu filmes, Léa. Ne filme pas la scène en général. Cadre bien mon père, puis ma mère, et surtout moi. Je veux que tu captures le moment exact où il me donnera ma coupe de champagne. C'est très important. Fais comme si tu filmais un souvenir, mais ne rate rien. Chloé, qu'est-ce qui se passe ? Tu me fais peur, a murmuré Léa. Juste une dispute de famille. Une précaution. Je vous expliquerai tout plus tard. Promis. Elle a accepté, bien que le doute se lisait sur son visage. Le temps s'accélérait. Les serveurs commençaient déjà à circuler avec des plateaux de flûtes scintillantes. J'ai vu mon père intercepter l'un d'eux et lui désigner une bouteille spécifique, une cuvée spéciale gardée au frais. Celle-ci, c'est pour la famille, l'ai-je entendu dire au maître d'hôtel. Il a ensuite surveillé attentivement le remplissage de 5 coupes, dont une qu'il a lui-même positionnée sur le plateau du serveur. Ma coupe. La nausée m'a envahi, mais je l'ai repoussée. Ce n'était pas le moment de flancher. J'ai regardé ma sœur, Manon. Elle riait avec un groupe de cadres de l'entreprise. Belle, confiante, inconsciente du drame qui se jouait à quelques mètres d'elle. Elle était l'enfant parfaite, l'héritière. Et moi, j'étais le problème à éliminer. Il m'avait sous-estimé toute ma vie. Il me considérait comme faible, naïve, une idéaliste perdue dans ses livres. Ce soir, ils allaient découvrir à quel point ils avaient tort. 15 minutes. C'était tout le temps que j'avais pour décider du destin de ma famille. Le champagne était servi, et mon piège était prêt. Mes chers amis, chère famille. La voix de mon père, amplifiée par un micro, a résonné sur la terrasse, imposant le silence. Tous les regards se sont tournés vers lui. Il se tenait là, sur une petite estrade, son verre à la main, l'incarnation du succès et de la bienveillance paternelle. Un monstre déguisé en saint. Les serveurs se sont hâtés de distribuer les dernières coupes. J'ai vu le maître d'hôtel s'approcher de notre cercle familial avec le plateau spécial. Mon père a pris les coupes lui-même, un geste faussement attentionné. Il en a tendu une à ma mère, dont le sourire était aussi fragile que du verre. Une à Manon, qui lui a souri en retour, pleine d'admiration. Et puis, il s'est tourné vers moi. Nos regards se sont croisés. Dans ses yeux, je n'ai vu aucune hésitation, aucun remords. Juste une froide détermination. Pour toi, ma fille. La diplômée. Il m'a tendu la coupe, celle qu'il avait surveillée, celle qui contenait mon arrêt de mort. Sa chevalière en or a brillé sous les lumières alors qu'il la tenait. Léa, à côté de moi, avait son téléphone levé, discrètement. J'ai pris la coupe. Mes doigts tremblaient si légèrement que personne ne pouvait le remarquer. Le liquide doré pétillait, innocent. Mais en regardant attentivement, j'ai pu voir une infime différence de limpidité au fond, là où la poudre ne s'était pas encore complètement dissoute. C'était là. La preuve. À Chloé, a-t-il commencé, levant son propre verre. Qui a toujours suivi son propre chemin. Parfois, un chemin que nous ne comprenions pas, chaque mot était un coup de poignard déguisé en compliment. Mais aujourd'hui, nous ne célébrons pas ses choix, nous célébrons sa réussite académique. Une réussite digne du nom Girard.
Mon esprit tournait à 1000 à l'heure. Je devais agir maintenant. Mais, a-t-il ajouté, se tournant vers Manon, aucune réussite n'est solitaire. Je veux aussi lever mon verre à sa sœur aînée, Manon. L'exemple parfait de la loyauté et de l'excellence, celle qui porte l'avenir de notre entreprise sur ses épaules. C'était l'ouverture que j'attendais. C'est si vrai, ai-je dit, ma voix claire et enjouée, coupant le silence qui suivait son discours. Tous les regards se sont tournés vers moi. J'ai avancé d'un pas, un immense sourire aux lèvres. En parlant de mon incroyable sœur. Je n'aurais jamais pu y arriver sans son soutien indéfectible. Je me suis tournée vers Manon, qui avait l'air surprise et flattée. J'ai levé ma coupe empoisonnée vers elle. En fait, ce toast est autant pour toi que pour moi. Puis, le coup de grâce. Cette cuvée spéciale que papa a choisie est trop exceptionnelle pour ne pas la partager. Prends la mienne, s'il te plaît. J'insiste. C'est mon cadeau pour toi ce soir. Avant que quiconque mon père, ma mère, Manon elle-même ne puisse réagir, j'ai placé ma coupe intacte dans la main de Manon et j'ai pris la sienne, déjà entamée, de la sienne. L'échange a duré moins de 2 secondes. Le visage de mon père s'est décomposé. Il est passé de la satisfaction à l'incompréhension, puis à une horreur pure et absolue qu'il luttait pour dissimuler. Le sourire de ma mère s'est figé, ses doigts se sont crispés sur son propre verre au point que ses jointures sont devenues blanches. J'ai levé le verre de Manon, le champagne sain et sauf. À la famille, ai-je déclaré, en regardant mon père droit dans les yeux. Manon, prise dans l'élan, a souri. La bienséance et l'habitude ont pris le dessus. À la famille, a-t-elle répété. Et elle a porté ma coupe à ses lèvres, buvant une grande gorgée du poison qui m'était destiné. J'ai bu une gorgée de son verre, sans jamais quitter mon père des yeux. Son visage était devenu cireux. Des perles de sueur commençaient à se former sur son front. Il avait compris. Ils avaient tous les deux compris. Le poison était dans le mauvais corps. Et le chaos ne faisait que commencer. Les applaudissements polis ont mis fin au toast. La musique a repris, les conversations ont recommencé, et le masque de normalité est retombé sur la soirée. Mais pour moi, tout avait changé. L'air était électrique, chargé d'une tension que seuls mes parents et moi pouvions sentir. Je suis allée féliciter d'autres invités, j'ai ri à des blagues que je n'entendais pas, tout en gardant Manon dans mon champ de vision périphérique. Une guerre faisait rage en moi. La culpabilité me rongeait. Je venais de laisser ma propre sœur boire un poison. J'essayais de me rassurer en me répétant les mots de mon père, juste assez pour la rendre très malade, pas un poison mortel. Mais et s'il avait menti à ma mère? Et si Manon avait une réaction allergique, une complication imprévue? Chaque minute qui passait était une torture. J'observais ma sœur, cherchant le moindre signe, le moindre changement. Pendant près d'une demi-heure, rien. Elle riait, elle discutait, elle était la parfaite hôtesse. J'ai commencé à douter. Et si j'avais tout imaginé? Étais-je en train de devenir paranoïaque? Le stress, la pression. Et puis, c'est arrivé. 34 minutes après le toast, pour être exact. Je parlais avec un ancien camarade de classe quand j'ai entendu un hoquet de l'autre côté de la terrasse. Manon était en conversation avec un jeune cadre de l'entreprise. Soudain, elle a porté une main à son front, vacillant légèrement. Je me sens bizarre, je l'ai entendu dire, sa voix soudainement pâteuse. La tête me tourne, tout d'un coup. Je me suis frayé un chemin à travers la foule, mon cœur cognant dans ma poitrine. J'étais à quelques mètres d'elle quand ses genoux ont fléchi. Le jeune homme l'a rattrapée maladroitement alors qu'elle s'affaissait, ses yeux se révulsant. « À l'aide » a-t-il crié. Quelque chose ne va pas. Le chaos a éclaté. Mes parents se sont précipités, la panique dans leurs yeux n'était plus feinte. Leur plan venait de se retourner contre eux de la manière la plus horrible qui soit. Leur fille prodige, leur précieuse héritière, était en train de s'effondrer, et c'était de leur faute. Mon père l'a atteinte le premier, la prenant dans ses bras. Elle marmonnait des choses incohérentes, sa peau avait pris une teinte grisâtre et la sueur perlait sur son visage. « Appelez une ambulance » a hurlé ma mère, tout son sang-froid de grande dame envolée. Le professeur Dubois s'est agenouillé à côté d'elle,
son instinct de médecin reprenant le dessus. Son pouls est rapide et irrégulier, a-t-il annoncé. Qu'a-t-elle mangé ou bu juste avant? Juste du champagne, pour le toast, a répondu le jeune cadre, désemparé. Les yeux de mon père se sont posés sur les miens. Un regard chargé de haine, de peur et d'une réalisation foudroyante. Il savait que je savais. Je lui ai soutenu son regard, sans ciller. L'ambulance arrive, dans 5 minutes, a crié quelqu'un. Je me suis agenouillée à côté de Manon. Restez avec elle, ai-je dit fermement à mes parents. Je vais descendre pour guider les ambulanciers. Ils ont hoché la tête, trop paniqués pour discuter. Dans l'ascenseur privé qui menait au rez-de-chaussée, j'ai sorti mon téléphone. J'ai appelé Léa. Retrouve-moi dans le hall. Tout de suite. Apporte ton téléphone avec la vidéo. C'est une urgence. Ce qui s'est passé ensuite à l'hôpital dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Restez avec moi. J'ai gagné la première bataille, mais la guerre était loin d'être terminée. Léa et Camille m'attendaient dans le hall, leurs visages déformés par l'inquiétude. Les sirènes des secours se rapprochaient, un hurlement déchirant dans la nuit calme et chic du quartier. Manon s'est effondrée, ai-je expliqué rapidement, marchant vers l'entrée. Léa, j'ai besoin que tu envoies immédiatement une copie de la vidéo sur mon email et sur celui de Camille. Ensuite, tu vas la donner aux ambulanciers. Dis-leur que je suspecte un empoisonnement et que cette vidéo est une preuve. Un empoisonnement, a octé Camille. Chloé, mais qu'est-ce qui se passe? Je vous expliquerai tout. S'il vous plaît, faites ce que je dis. La vie de Manon en dépend peut-être. Les portes se sont ouvertes et les ambulanciers sont entrés en courant. Je les ai interceptés. Ma sœur s'est effondrée à l'étage. Symptômes, vertige, confusion, rythme cardiaque irrégulier, tremblement. Je suis diplômée en biochimie. J'ai des raisons de croire qu'elle a ingéré une substance toxique via son champagne il y a environ 30 minutes. L'un d'eux m'a regardé, le sourcil levé. Vous suspectez un empoisonnement? Sur la base de quoi? Sur la base de mes yeux, ai-je répondu, ma voix glaciale. À ce moment, mes parents sont sortis de l'ascenseur, soutenant une Manon à moitié consciente. Les secours ont pris le relais avec une efficacité impressionnante. Alors qu'ils l'installaient sur le brancard, mon père s'est approché de moi. Sa voix était un murmure venimeux, inaudible pour les autres. « Qu'est-ce que tu as fait, petite garce? » Rien du tout, ai-je répondu calmement. Elle a bu dans ma coupe. Tu te souviens? La cuvée spéciale que tu avais choisie juste pour moi. Son visage s'est tordu de rage. Tu savais. Tu as échangé les coupes délibérément. Je savais quoi, papa? Que tu avais mis quelque chose dans mon verre? Pourquoi aurais-je pensé une chose pareille? À moins que, tu l'aies fait? Le trajet jusqu'à l'hôpital a été un silence de mort. Une fois arrivée aux urgences, ce fut le chaos. Ma mère jouait la comédie de la mère éplorée, se lamentant auprès de quiconque voulait bien l'entendre. J'ai ignoré leur théâtre et je suis allée directement au poste des infirmières. Je dois parler au médecin qui s'occupe de ma sœur, Manon Girard. C'est une urgence vitale. Je pense savoir quelle toxine elle a ingérée. Quelques minutes plus tard, je parlais avec le docteur Patel. Votre sœur présente un syndrome anticholinergique sévère, m'a-t-elle expliqué. Il faut la tester pour des dérivés du cyclopentolate, ai-je dit sans préambule. Mon père travaille sur des composés modifiés de cette classe au laboratoire Girard. Ils ne sont pas détectables par les tests toxicologiques standards. Le docteur Patel m'a dévisagé. C'est une information très spécifique. Pourquoi suspectez-vous cela? J'ai pris une profonde inspiration. Parce que je crois que mon père l'a mis intentionnellement dans ma coupe de champagne, et que ma sœur l'a bu par erreur. Son visage est resté impassible, mais elle a immédiatement appelé la sécurité et la police. C'est à ce moment que ma mère a décidé de lancer sa contre-attaque. Voyant que je parlais aux médecins et que des agents de police commençaient à arriver, elle s'est précipitée vers eux. « Docteur! Agent! N'écoutez pas ma fille Chloé !» a-t-elle commencé à crier, attirant l'attention de tout le service. Elle est instable. Elle a toujours été terriblement jalouse de sa sœur.
Elle a des problèmes psychologiques. C'est elle qui a dû faire quelque chose à Manon. Elle est obsédée, elle nous harcèle depuis des années. Il faut l'interner, elle est un danger pour nous tous. C'était leur plan de secours. Me faire passer pour folle. Discréditer mon témoignage avant même que je puisse parler. Des infirmiers me regardaient avec méfiance. Mon monde vacillait. Pour la première fois, j'ai eu peur. Peur qu'ils réussissent. Mais ils avaient oublié une chose, j'avais la science de mon côté. Et j'avais des preuves. Le chaos orchestré par ma mère a été interrompu par l'arrivée calme et déterminée de l'inspectrice Rivera, une femme d'une 50aine d'années au regard perçant qui semblait imperméable au drame. Elle m'a isolée dans un petit bureau de consultation, loin des accusations hystériques de ma mère. Racontez-moi tout depuis le début, mademoiselle Girard. Sans rien omettre. Alors, j'ai tout raconté. La découverte de l'héritage, le sabotage de ma carrière, la conversation surprise, la poudre dans le champagne, la décision d'échanger les verres. J'ai expliqué mes soupçons sur la nature chimique du produit, basés sur les recherches de l'entreprise familiale. C'est une accusation d'une gravité extrême, a-t-elle dit, son stylo courant sur son carnet. Je sais. Mais mon ami a tout filmé. La vidéo montre clairement mon père me tendant une coupe spécifique, et l'échange que j'ai fait avec ma sœur. J'ai transféré l'email de Léa directement à l'inspectrice. Pendant qu'elle visionnait la vidéo sur son téléphone, le docteur Patel a frappé à la porte. Nous avons les premiers résultats. Votre suggestion était la bonne. Nous avons trouvé des niveaux élevés d'un composé anticholinergique modifié, non répertorié. Nous avons pu commencer l'administration de l'antidote, la physostigmine. Vous avez probablement sauvé la vie de votre sœur. Sans une identification aussi rapide, les dommages cardiaques auraient pu être permanents. Un immense soulagement m'a envahi, si puissant que mes jambes ont failli flancher. Manon allait s'en sortir. J'avais réussi. L'inspectrice Rivera a levé les yeux de son téléphone. La vidéo corrobore votre version. Nous allons placer vos parents en garde à vue pour interrogatoire. La nouvelle a provoqué un séisme. Mon père a exigé la présence de son avocat, hurlant sur la police. Ma mère, voyant que sa stratégie de me faire passer pour folle avait échoué, s'est effondrée en larmes, non pas de tristesse, mais de rage impuissante. Plus tard dans la nuit, alors que j'attendais dans le couloir, Manon s'est réveillée. J'ai eu le droit de la voir quelques minutes. Elle était faible, branchée à des moniteurs, mais ses yeux étaient lucides. « Chloé » a-t-elle murmuré. Ils m'ont dit. C'est vrai? Papa a? J'ai hoché la tête, les larmes aux yeux. Je suis tellement désolée, Manon. Je n'ai jamais voulu que ça t'arrive. Elle a secoué la tête. Pourquoi? Pourquoi ferait-il ça? L'argent de grand-mère. Et mes recherches sur la pollution. Il avait peur que j'expose ce qu'il fait à l'usine. Une lueur de compréhension, puis d'horreur, a traversé ses yeux. Les documents? A-t-elle chuchoté. Les documents qu'il me faisait signer. Il disait que c'était des autorisations de routine. Des rapports sur l'élimination des déchets. Il y avait des relevés de métaux lourds. Des chiffres que je ne comprenais pas. Oh mon Dieu, Chloé. Je les ai vus. J'ai vu les preuves et je n'ai rien dit. Elle venait de me donner la pièce manquante du puzzle. Ce n'était pas juste une suspicion. C'était une certitude. J'ai partagé cette nouvelle information avec l'inspectrice Rivera. 20 minutes plus tard, elle est revenue me voir, le visage grave. Mademoiselle Girard, l'affaire vient de prendre une toute autre dimension. Il s'avère que la Gendarmerie nationale, via son Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement, enquêtait déjà sur votre père depuis plusieurs mois suite à des plaintes anonymes. Votre témoignage et celui de votre sœur viennent de tout faire exploser. Des mandats de perquisition pour votre domicile et les laboratoires sont en cours d'exécution. En ce moment même. Mes parents étaient menottés, mais ce n'était que la pointe de l'iceberg. Leur secret était bien plus sombre que je ne l'aurais jamais imaginé. Les jours qui ont suivi ont été un tourbillon flou d'interrogatoires, de réunions avec des avocats et des gendarmes de l'OCLAESP. J'ai quitté mon appartement, devenu la cible des journalistes,
pour m'installer temporairement chez Léa et Camille. Elles ont été mon roc, me protégeant du monde extérieur et me rappelant de manger et de dormir. L'ampleur des crimes de mon père, révélés par les perquisitions, était bien pire que tout ce que j'avais pu anticiper. Ce n'était pas seulement une question de pollution. C'était un empire construit sur des mensonges, de la fraude et un mépris total pour la vie humaine. Dans le coffre-fort de son bureau, ils ont trouvé une comptabilité parallèle, révélant des années de dissimulation de données sur les essais cliniques. 3 produits phares de Girard Beauté, dont une crème pour bébé et un traitement anti-acné pour adolescents, avaient des effets secondaires graves, des réactions allergiques sévères, des problèmes hormonaux qui avaient été systématiquement effacés des rapports soumis aux autorités sanitaires. Des familles avaient porté plainte, mais avaient été réduites au silence par des accords de confidentialité et des sommes d'argent dérisoires. L'enquête environnementale était encore plus accablante. Les enquêteurs ont découvert que depuis près de 10 ans, l'usine principale de l'entreprise déversait illégalement des solvants chimiques et des sous-produits de synthèse directement dans un affluent du Rhône. Les « rapports d'élimination » que Manon avait signés sans comprendre étaient des faux, masquant une contamination à grande échelle. Les analyses de sol et d'eau ont confirmé des niveaux de toxicité alarmants. Le procureur en charge de l'affaire m'a montré une carte. Il a pointé du doigt 3 petits villages en aval de l'usine. Dans cette zone, Mademoiselle Girard, nous avons constaté une augmentation statistiquement anormale de cas de leucémie infantile et de malformations congénitales au cours des 8 dernières années. Nous avions des soupçons, mais jamais de preuves directes liant cela à une source unique. Votre témoignage vient de nous la fournir. J'ai regardé la carte, les noms des villages, et j'ai eu la nausée. Des enfants. Des familles détruites. Pour que ma famille puisse maintenir son train de vie luxueux, pour que ma mère puisse organiser ses galas de charité. Le mot « monstrueux » ne suffisait plus. Il n'y avait pas de mots pour décrire cela. Pendant ce temps, l'avocat de mon père, un homme aussi lisse et venimeux qu'un serpent, a tenté de nous intimider, Manon et moi. Il nous a rendu visite à l'hôpital, suggérant que Manon était une complice et que moi, j'étais une fille instable et vengeresse. Il a menacé de détruire nos réputations si nous continuions à coopérer pleinement avec les autorités. Pensez à votre avenir, a-t-il dit d'un ton doucereux. Le nom Girard sera traîné dans la boue. Vous serez les filles d'un criminel. Il est encore temps de rectifier vos déclarations. Manon, encore faible mais animée d'une nouvelle force, l'a regardé droit dans les yeux. Le nom Girard est déjà dans la boue, maître. C'est vous et mon père qui l'Y avez mis. Maintenant, sortez de cette chambre avant que j'appelle la sécurité. Son courage m'a stupéfié. La Manon que j'avais toujours connue, celle qui cherchait désespérément l'approbation de nos parents, avait disparu. À sa place se tenait une femme qui avait vu le vrai visage du mal et qui avait choisi son camp. Ce n'était plus une histoire de famille. C'était une histoire de vie détruite pour le profit. Et ma sœur et moi étions au centre de tout ça. Manon est sortie de l'hôpital une semaine plus tard. Elle ne pouvait pas retourner dans son grand appartement chic du centre-ville, un cadeau de nos parents, un lieu désormais hanté par les souvenirs de leur approbation toxique. Elle est venue s'installer avec moi chez Léa et Camille. Notre petit appartement est devenu un refuge, un quartier général pour les 2 sœurs Girard, unies comme jamais auparavant. Les nuits étaient longues. Nous parlions pendant des heures, déballant des années de ressentiment, d'incompréhension et de douleur. Pour la première fois, nous ne nous voyions plus comme des rivales, la fille parfaite et la rebelle, mais comme 2 victimes d'un même système de manipulation. J'étais leur marionnette, m'a-t-elle avoué un soir, les larmes coulant sur ses joues. Toute ma vie, tout ce que j'ai fait, c'était pour obtenir un regard de fierté de papa, un mot gentil de maman. J'ai suivi le chemin qu'ils avaient tracé pour moi sans jamais me demander si c'était le mien. J'ai cru à leur mensonge, celui de la famille parfaite. Tu étais aussi leur bouclier, ai-je répondu doucement. Tant que tu étais là, parfaite et obéissante, ils pouvaient me rejeter, moi, comme une anomalie, l'enfant à problème. Ça leur évitait de se remettre en question. Ils nous ont monté l'une contre l'autre, Manon. C'était leur stratégie pour garder le contrôle. Elle a acquiescé, le visage ravagé par la culpabilité. Je suis désolée, Chloé. Tellement désolée. Toutes les fois où je t'ai jugée, où j'ai pensé que tu étais ingrate. Je ne voyais pas.
Je ne voulais pas voir. Tu ne pouvais pas savoir, l'ai-je rassuré en lui prenant la main. Moi non plus, je ne connaissais pas toute l'étendue de leur noirceur. Ensemble, nous avons commencé à trier les débris de notre passé. Nous avons regardé de vieux albums photos, pas les portraits de famille officiels et guindés, mais les clichés spontanés pris par notre ancienne nounou, Nora. Des photos de nous petites, construisant des cabanes dans le jardin, riant aux éclats. Sur ces photos, nous étions juste deux sœurs. Il y avait de l'amour, une complicité que nos parents avaient méthodiquement détruite. Nora, qui vivait maintenant sa retraite en Bretagne, nous a appelés dès qu'elle a vu les nouvelles. Mes chéris, a-t-elle dit, sa voix douce et réconfortante. J'ai toujours su que vous étiez plus fortes que leur poison. Je suis si fière de vous deux. Ces mots ont été un baume sur nos cœurs meurtris. La découverte la plus poignante a eu lieu lorsque les enquêteurs nous ont autorisés à récupérer quelques effets personnels dans la maison familiale avant qu'elle ne soit mise sous scellé. Dans un tiroir secret du bureau de ma grand-mère Isabelle, que mes parents n'avaient jamais trouvé, il y avait un petit carnet en cuir. C'était son journal. Les dernières pages étaient remplies de ses soupçons croissants sur les pratiques d'Alain. Elle parlait de « raccourcis éthiques » et de son « ambition dévorante ». La toute dernière entrée, écrite une semaine avant sa mort, m'était adressée. J'ai mis en place la fiducie pour ma petite Chloé. Elle seule a la conscience et la force de caractère pour briser le cycle de poison de cette famille. Elle est mon espoir. J'ai lu ces mots à voix haute à Manon, les larmes brouillant ma vue. Ma grand-mère avait tout vu. Elle avait placé sa foi en moi des années auparavant. Manon m'a serré la main. Elle a cru en toi. Et toi, tu m'as sauvée. Non, ai-je répondu. Nous nous sommes sauvés l'une l'autre. Ensemble, nous étions plus fortes. Nous n'étions plus les marionnettes d'Alain et Hélène. Nous étions les sœurs Girard, et nous allions nous battre pour la vérité. Le système judiciaire est lent, mais il est implacable. Face à la montagne de preuves, les analyses toxicologiques, la vidéo, les témoignages d'anciens employés qui, enhardis, ont commencé à parler, les documents saisis, et surtout, le témoignage conjoint de leurs deux filles, mes parents ont compris qu'un procès public serait un suicide. Leurs avocats ont négocié frénétiquement en coulisses. 6 mois après cette nuit fatidique, Manon et moi étions assises au premier rang d'une salle d'audience du tribunal de Lyon. Nous n'étions pas là par vengeance, mais par besoin de tourner la page, de voir ce chapitre de notre vie se clore officiellement. Mes parents sont entrés, encadrés par des gardes. Ils avaient vieilli. Leurs vêtements de créateurs avaient été remplacés par des tenues sombres et ternes. L'arrogance avait quitté leurs épaules. Mon père regardait droit devant lui, le visage fermé. Ma mère nous a jeté un regard furtif, un mélange de ressentiment et d'une étrange forme de pitié pour elle-même. Pas une once de remords pour nous. Ils ont plaidé coupables. Coupables de tentative d'homicide avec préméditation sur ma personne. Coupables de fraude aggravée, de mise en danger de la vie d'autrui, et de multiples crimes environnementaux. Le procureur a détaillé la liste de leurs méfaits d'une voix monocorde, chaque mot ajoutant au poids de leur chute. Lorsque le juge a demandé s'il souhaitait faire une déclaration avant que la sentence ne soit prononcée, ma mère a secoué la tête, sanglotant silencieusement. Mais mon père s'est levé. Pendant une seconde, une partie de moi a espéré. Une infime, stupide partie de moi a espéré des excuses. Un mot de regret. Au lieu de cela, il a regardé le juge, ignorant notre présence. « Votre honneur » a-t-il commencé, sa voix étonnamment stable. Toute ma vie, j'ai bâti. J'ai créé une entreprise qui a fait la fierté de cette région, qui a employé des centaines de personnes. J'ai contribué au progrès scientifique. Les affaires sont un monde difficile. Parfois, il faut prendre des décisions difficiles pour protéger ce que l'on a construit, pour protéger sa famille. Il a continué ainsi pendant 5 minutes, se dépeignant non pas comme un criminel, mais comme une victime des réglementations, de la concurrence, et implicitement, de la déloyauté de sa propre fille. Il n'a pas mentionné les enfants malades. Il n'a pas mentionné les rivières polluées. Il n'a pas mentionné la poudre blanche dans le champagne. Dans son esprit tordu, il était encore le héros de sa propre histoire. Le juge l'a écouté sans l'interrompre. Puis, le verdict est tombé.
20 ans de prison ferme pour mon père. 12 ans pour ma mère, sa peine légèrement réduite pour avoir finalement coopéré contre son mari. Alors que les gardes les emmenaient, j'ai ressenti un mélange étrange d'émotions. Il n'y avait pas de joie. Juste un immense et profond soulagement. Le poids que je portais sur mes épaules depuis des années venait de s'envoler. C'était fini. Vraiment fini. En sortant du tribunal, une nuée de journalistes nous attendait. Manon, à ma grande surprise, m'a pris la main et s'est adressée à eux. Sa voix était claire et forte. Aujourd'hui, la justice a été rendue. Mais la vraie histoire n'est pas la chute de mes parents. C'est l'histoire de deux sœurs qui ont refusé d'être des victimes et qui ont choisi la vérité. L'héritage des Girard ne sera pas celui de la fraude et du poison. Nous allons le reconstruire. Brique par brique. La justice avait été rendue, mais la guérison ne faisait que commencer. Comment reconstruit-on sa vie quand ses fondations ont été empoisonnées? 1 an a passé. 1 an depuis le jour où nos vies ont été dynamitées. Nous ne vivons plus à Lyon. La maison de notre grand-mère Isabelle, nichée au bord d'un lac tranquille en Savoie, est devenue notre sanctuaire. C'est ici que nous avons commencé à reconstruire. La quasi-totalité des biens de nos parents a été saisie pour payer les amendes colossales et indemniser les victimes. Cela nous convenait parfaitement. Nous ne voulions rien de cet argent sale. Mon héritage, celui de ma grand-mère, a été le catalyseur de notre nouvelle vie. La première chose que j'ai faite a été de créer la Fondation Isabelle Girard. Avec une partie de l'argent, j'ai financé un programme de surveillance environnementale indépendant pour la région, et j'ai mis en place un fonds d'aide juridique et médicale pour les familles des villages touchés par la pollution. Ce n'était pas grand-chose face à l'ampleur des dégâts, mais c'était un début. C'était ma façon d'honorer la femme qui avait cru en moi, en utilisant la science non pas pour détruire, mais pour réparer. J'ai également accepté un poste dans un cabinet de conseil en environnement, où je travaille sur des projets de dépollution de sites industriels. J'utilise l'héritage empoisonné de mon père pour nettoyer le monde. Manon, quant à elle, a trouvé sa propre voie de rédemption. L'expérience l'a profondément changée. Elle a abandonné le monde du marketing et a commencé des études de droit. Elle veut se spécialiser en droit de l'environnement et en responsabilité des entreprises. Elle veut s'assurer que des hommes comme notre père ne puissent plus jamais agir en toute impunité. Elle est devenue une guerrière, animée par une passion que je n'avais jamais vue en elle. Nous ne sommes pas encore complètement guéris. Il y a des jours sombres, des cauchemars, et le deuil compliqué d'une famille que nous n'avons jamais vraiment eue. Mais nous ne sommes plus seuls. Nous avons l'une l'autre. Et nous avons notre famille choisie, Léa, Camille, le professeur Dubois, et même Nora, qui vient passer tous les étés avec nous. Parfois, le soir, nous nous asseyons sur le ponton au bord du lac, regardant les étoiles, comme nous le faisions petite avec notre grand-mère. « Penses-tu que tu leur pardonneras un jour ?» m'a demandé Manon récemment. J'ai réfléchi longtemps. Je ne sais pas si le pardon est le bon mot. J'accepte ce qui s'est passé. J'ai laissé partir la colère, car elle ne faisait que me ronger. Mais pardonner, cela impliquerait qu'ils aient des remords. Et je ne crois pas qu'ils en soient capables. Ce que je peux faire, c'est choisir de ne pas laisser leurs actes définir le reste de ma vie. L'héritage de ma grand-mère n'était pas l'argent, c'était la force de briser un cycle toxique. Nos parents nous ont donné la vie, mais ils nous ont aussi transmis leur poison. Nous avons choisi l'antidote. L'antidote, c'est de vivre nos vies avec intégrité, avec empathie. C'est de construire quelque chose de propre et de vrai sur les ruines de leurs mensonges. Mon histoire est extrême, je le sais. Mais peut-être qu'elle résonne en vous d'une certaine manière. Avez-vous déjà dû couper les ponts avec un membre de votre famille pour vous protéger? Avez-vous dû vous battre pour votre vérité face à des gens qui auraient dû vous aimer inconditionnellement? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires, votre expérience pourrait aider quelqu'un d'autre à se sentir moins seul. Merci d'avoir écouté mon parcours. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un « j'aime » et à vous abonner pour plus d'histoires de survie et de reconstruction. Et rappelez-vous toujours, peu importe la noirceur de la situation, peu importe la puissance du poison, le plus puissant des antidotes, c'est la vérité.